Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Hélène Claire. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour. Alors, Anne-Hélène, je vous présente en quelques mots. Donc, vous êtes la seule personne que je connaisse qui soit psychologue et psychiatre. C'est J'ai vrai pas qu'il n'y en a d'autres. pas beaucoup. Moi, je suis Ouais, la seule personne que je connais aussi à être c'est psychologue ça. et psychiatre. C'est quand même assez original. On n'aura pas le temps de détailler pourquoi aujourd'hui, mais peut-être une autre fois. Donc, vous avez également un doctorat en neurosciences à la Salpêtrière, que vous avez obtenu à la Salpêtrière. Vous êtes spécialisé dans les TOC sévères et résistants, et c'est pour les TOC qu'on se voit aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté. Avec plaisir. Vous avez publié un premier livre à partir de vos travaux de thèse, en thèse de sciences, donc sur le traitement des TOC. Puis ensuite, vous avez fait des études de médecine. C'est comme ça que vous êtes devenu psychiatre. Voilà. Euh, voilà. Et puis là, vous vous intéressez aux techniques chirurgicales pour les patients donc, qui ont des TOC sévères et résistants. Peut-être qu'on va en parler un petit peu à la fin. Oui. Et puis, je présente quelques bouquins que vous avez publiés. Donc, il y a le petit Que sais-je. Alors, je ne sais pas s'il apparaît à l'endroit ou à l'envers. Là, sur mon écran, il est à l'envers, mais probablement qu'il va sortir à l'endroit. Donc, ça, c'est plus un bouquin peut-être pour les patients, même encore que ça peut intéresser les professionnels de santé. Je le recommande. Il y a celui-ci. Alors, ça, c'est le seul livre, donc Comprendre et traiter les TOC, plutôt pour les professionnels de santé. Et j'allais dire, c'est le seul livre que j'ai acheté 3 fois dans ma vie. Parce que j'avais l'ancienne édition. Donc là, c'est la nouvelle édition. Et la nouvelle édition, je l'ai également à Ajaccio. Donc celle-ci, c'est mon édition montréalaise. Donc plutôt pour les professionnels de santé. Et puis, il y a eu ce super bouquin qui a eu un gros succès, je crois, en librairie. Ça fait quoi, 2 ans qu'il est sorti? Oui, à peu près. Devenez votre propre psy. Donc, il y a plein, plein, plein d'outils dedans. Donc, vraiment, je le recommande fortement. Euh, Anne-Hélène, si ça vous va, on parle un petit peu enfin, je vous laisse, puis je vous écoute parler des dysfonctionnements cérébraux dans les TOC. Ça va être mieux si c'est vous qui en parlez. Il semble qu'il y a des dysfonctionnements cérébraux dans les TOC qui sont assez spécifiques et qu'on ne retrouve pas forcément dans les troubles anxieux. Est-ce Oui. que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Alors, ça, c'est vraiment, je pense, une notion qui est très importante de pouvoir parler de ce qui se passe dans le cerveau quand on a des TOC. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui donne le côté, on va dire, neuropsychiatrique de la maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on qualifie plutôt le TOC d'une maladie neuropsychiatrique que d'une maladie purement psychiatrique pour bien souligner ce côté corrélat neuronaux, de dire il y a des problèmes dans le cerveau, il y a le cerveau qui dysfonctionne quand on a des TOC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le cerveau qui dysfonctionne? Déjà, il faut quand même préciser qu'on ne sait pas de manière très très fine ce qui se passe. Par contre, on a une idée un peu globale. On sait qu'il y a une zone à la surface du cerveau, au niveau du cortex, qu'on appelle le préfrontal, qui marche pas très bien quand on a des TOC. Elle serait plutôt hyperactive, ou en tout cas, il y a des zones voilà, qui dysfonctionnent. Ces zones au niveau du préfrontal, elles vont envoyer des informations, elles vont projeter des fibres vers un ensemble de structures qui sont au centre de notre cerveau, qu'on appelle les ganglions de la base. Et les structures, eh bien, pareil, elles fonctionnent pas très bien quand on a des TOC. Elles traitent ces informations qu'elles reçoivent du cortex et elles les renvoient ensuite au niveau du cortex. Donc ça forme un système de boucle. Et ce qu'on sait, c'est que quand on a des TOC, ces boucles qui relient le cortex au ganglion de la base, eh bien, elles fonctionnent mal. Alors, ce qui est intéressant, si on va regarder un petit peu plus près, c'est que les zones corticales, elles sont plus responsables peut-être de l'anxiété, du doute, certainement des idées obsédantes que les patients vont avoir. Et puis, les ganglions de la base qui sont au cœur du cerveau, eux, ils sont impliqués dans la génération des habitudes, des automatismes. Ce qui fait que finalement, plus vous allez répéter vos TOC, plus vous allez faire des rituels et plus vous allez rendre le TOC encore plus fort. Moi, je dis aux patients que finalement, plus on fait les rituels, plus on fait les compulsions, plus on nourrit son TOC. C'est comme si le TOC, on pouvait l'imaginer comme un petit bonhomme et qui était méga obèse parce qu'il a fait plein de rituels.
et que bah, plus on fait des rituels et plus on lui donne à manger. Et que nous, notre objectif en thérapie, ça va être de lui donner moins à manger pour justement moins nourrir ses habitudes et donc moins nourrir ses dysfonctions au cœur du cerveau. Je trouve que ce qui est intéressant, si on peut juste rajouter un petit truc sur le cerveau, c'est que quand on va aller changer, quand on va aller moduler l'activité des certains noyaux des ganglions de la base, eh ben, on va permettre de diminuer beaucoup les TOC. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça renforce encore plus le fait qu'il y a vraiment un lien entre ce qui se passe dans notre cerveau et le fait d'avoir des TOC. Donc là, vous faites référence aux traitements plus avancés, comme avec un plan d'électrode, etc. C'est ça. Alors, ça peut être ça, ou effectivement, quand on fait la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire qu'on va mettre une petite électrode qui va envoyer du courant à l'intérieur de certains noyaux des ganglions de la base et donc modifier l'activité cérébrale. Ça, oui, ça va permettre de diminuer les TOC. Après, il y a une autre façon de moduler l'activité cérébrale, c'est par exemple si on la module plus en surface. Voilà. Mais en tout cas, je trouve cette notion intéressante de dire on module le cerveau et donc on arrive à diminuer les TOC. Ouais, ouais, absolument. Peut-être qu'on peut parler, ou peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu le modèle dont vous êtes l'auteur avec votre co-auteur Vincent Tribou. Donc le modèle neurocomportemental. Donc c'est un modèle, si je comprends bien, qui justement inclut le fonctionnement cérébral que vous avez décrit avec le caractère compulsif qui est relié à la suractivation du préfrontal et des ganglions de la base et comment tout ça tourne sur lui-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le modèle neurocomportemental? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte dans la prise en charge des TOC par rapport à l'exposition avec prévention de la réponse classique? Oui. En Question très fait, large. ouais, c'est vrai on a choisi ce nom neurocomportemental parce qu'on voulait mettre en évidence, vraiment mettre au premier plan le côté des dysfonctions cérébrales dans le TOC. Et c'est un modèle qui est surtout, je dirais, basé à la fois sur la psychoéducation, c'est-à-dire on va expliquer aux patients ce qui ne marche pas dans le cerveau et comment fonctionne le TOC et aussi comment on va arriver à s'en débarrasser. Ça, la psychoéducation, c'est vraiment une des pierres angulaires à la fois du modèle et de la technique, de dire il faut que vous soyez impliqué dans le soin, il faut comprendre ce qui se passe et quand on comprend, bah, on avance mieux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, là, c'est plutôt au niveau théorique. En fait, dans ce modèle-là, on s'est dit que ce qui était important, c'était le comportement, plus que les obsessions. Donc, les compulsions, les rituels, plus que les obsessions. On a donné une place centrale aux rituels en disant que les obsessions, ce serait plutôt une sorte de justification a posteriori que construirait le patient par rapport à son rituel. Et ça, alors c'est pas nous qui l'avons inventé, hein. On a juste en fait synthétisé des travaux qui ont été faits. Ça a déjà été proposé. Il y a une littérature scientifique qui dit que, attention, c'est pas les obsessions qui entraînent le rituel, mais ça peut être l'inverse. C'est-à-dire, finalement, on pourrait croire que ah, bah, c'est parce que j'ai peur d'être contaminée que du coup, je vais me laver les mains. Mais si ça se trouve, c'est parce que mon cerveau dysfonctionne et veut des rituels, commande des comportements automatiques. Et donc, je vais aller me laver les mains de façon répétée. Et moi, pour que ça ait un sens, et ben, finalement, je vais coller dessus l'obsession de dire ah oui, mais c'est parce que je pense que je suis contaminée. Et donc, comme si on recréait les choses a posteriori. Euh, donc ça, c'est aussi un petit peu de niveau théorique ce qu'on explique dans ce modèle-là. Donc après, on a aussi développé donc à la fois la psychoéducation, on a vraiment insisté dessus, et puis on a ajouté dans ce modèle un ensemble de techniques qui viennent compléter l'exposition et prévention de la réponse. Et là aussi, on a rien inventé. On est juste allé piocher dans la littérature, piocher des techniques qui avaient peut-être pas été assez mises en évidence dans le milieu francophone. Euh, Ces techniques, c'est par exemple le fait de décaler. C'est-à-dire l'exposition avec prévention de la réponse, c'est
je fais pas ou je fais moins, je vérifie 3 fois au lieu de 4, ou je vérifie pas du tout ma porte. Le décalage, c'est de dire, j'ai le droit de vérifier, mais par contre, j'attends un peu avant de le faire. Et ça, c'est une technique qui avait déjà été mise en évidence par des psychologues, des psychiatres, des scientifiques, notamment américains, et qui avait montré son efficacité. Donc ça, on a dit attention, c'est important et c'est pas assez pratiqué dans les thérapies cognitives et comportementales classiques telles qu'on les retrouve dans les livres en France. On a aussi développé une autre technique qui est par exemple le fait de ce qu'on a appelé le sabotage, qui a été aussi pas mal décrite par d'autres auteurs et d'autres scientifiques, de dire bah, le TOC, il veut que tout soit symétrique, tout soit bien comme il faut, parallèle, etc. Bah, moi, je vais tout mettre n'importe comment. Il y a d'autres choses aussi qu'on a développées, comme par exemple le fait de nommer le TOC, de dire ah bah c'est toi mon TOC, je t'ai reconnu, ah bah comme par hasard, tu m'envoies de l'anxiété, toujours sur le même sujet, j'ai très envie de faire un rituel, c'est plein d'hypothèses, ce que tu me racontes, tu me dis si ça se trouve la porte est mal fermée, si ça se trouve je vais peut-être être cambriolée et ce sera ma faute, ça c'est que des hypothèses, je sais que c'est toi le TOC, je ne t'écoute pas. Donc ça, le fait de nommer le TOC comme ça et de laisser couler les pensées, ça, c'est aussi ce qui avait été proposé notamment par alors, je ne sais pas s'il était psychiatre ou psychologue, en tout cas, il s'appelle Schwartz, Il est qui psychiatre. proposait cette... Hein? Il est psychiatre. Ah ben voilà, il est psychiatre. Et il avait proposé une super technique hein, de psychothérapie qu'il avait attribuée, le réattribute, de dire bah, finalement, on réattribue au TOC ce qui est au TOC. On a trouvé ça très intéressant et que c'était pas assez développé en France. Donc, on l'a aussi intégré dans ces techniques thérapeutiques. Voilà. Super. Et est-ce que, donc on voit hein, que le modèle neurocomportemental est pas un modèle qui est en opposition avec le modèle cognitivo-comportemental plus Ouais, traditionnel, mais il y a quand même il y a quand même, en tout cas pour moi, une différence très très importante, c'est que dans le modèle cognitivo-comportemental traditionnel, l'obsession cause les compulsions, comme vous avez dit, mais là, c'est l'inverse en fait. C'est ça qui est un petit peu original, c'est c'est les ça. compulsions. C'est ça finalement, il y a comme un primat de la compulsion, c'est le trouble part de là et non pas nécessairement des obsessions, ce qui est un petit peu surprenant pour les patients hein, souvent parce que pour Ouais, eux, clairement, ils compulsent parce qu'ils ont des obsessions. Hein. ouais. Mais bon, est-ce que, en tout cas, sur le traitement, est-ce que le modèle neurocomportemental et donc ses applications, est-ce que c'est mieux toléré par les patients qui souffrent de TOC que l'exposition avec prévention de la réponse, dont on sait que des fois, Mm. il va y avoir beaucoup d'abandon de thérapie parce que c'est difficile, hein, réellement, c'est une Oui. thérapie qui est difficile. Est-ce que c'est mieux toléré, donc? Alors, oui, et en fait, j'allais dire, c'est même ce qui nous a poussé à aller chercher ces techniques-là et à aller les regrouper. Parce que c'est ça qu'on a fait. Hein. Finalement, on a mis en évidence, mis en lumière et regroupé un ensemble de techniques qui existaient déjà. Et qui, comme vous le dites très bien, ne hein, sont pas du tout incompatibles avec le modèle de enfin, les approches de la TCC. Euh, oui, en fait, c'est venu du fait que bah, Vincent Tribou et moi, on s'occupait beaucoup de patients qui avaient des TOC résistants. Donc, résistant, ça veut dire résistant aux médicaments classiques et aussi qui avaient résisté aux TCC tels qu'on les connaît et telles qu'elles sont présentées dans la majorité des ouvrages français. Et là, bah, on a commencé à se dire, bah, en même temps, on ne peut pas refaire un truc qui ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Ça a déjà pas marché. Comment est-ce qu'on peut essayer de se creuser la tête pour proposer des choses qui vont être peut-être plus acceptées par ces patients-là? Et c'est comme ça qu'on a fouillé, qu'on a dans la littérature et qu'on a trouvé, notamment, moi, une des techniques que j'aime le plus, c'est ce que je disais, le décalage. Ça marche très très bien parce que en fait, les patients, ils acceptent beaucoup plus de dire oui, je le ferai, mais dans un moment, que non, je ne le ferai pas. C'est beaucoup moins anxiogène, mais c'est quand même un peu anxiogène.
Donc, on travaille un petit peu le TOC, mais en même temps, on ne travaille pas aussi, j'allais dire, de façon tellement importante que ça devient désagréable et que ça nous empêche d'y aller. Donc, je dirais que l'avantage de ces applications de la thérapie neurocomportementale, c'est qu'elle permet d'aller plus doucement et de faire comme un espèce de marchepied pour aller ensuite vers l'exposition et prévention de la réponse. Ça, je dirais que c'est le gros avantage de ces techniques-là. Le deuxième avantage, je pense que c'est aussi important, c'est pour les thérapeutes. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais souvent la TCC anti-TOC a une mauvaise réputation chez les psychologues. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit, mais en fait, moi, je ne prends pas les TOC en thérapie, c'est trop dur, j'y arrive pas. Exactement. C'est ce qu'on entend tout le temps. Voilà. Et en fait, le j'y arrive pas, je pense majoritairement qu'il vient de la difficulté de la thérapie cognitive. La thérapie cognitive, elle convient à certains patients, mais il y en a beaucoup qui vont trouver des réponses, donc qui vont sans arrêt argumenter contre le thérapeute, ou qui vont avoir l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Et donc, ça va fragiliser l'alliance thérapeutique. Et en fait, ça ne va pas nous permettre d'avancer. Pour le thérapeute, c'est un échec, et pour le patient aussi, c'est un échec. Et ça, c'est pas bon. Donc, l'avantage, c'est que si on se base uniquement sur la psychoéducation, comme on propose nous, eh ben, on a beaucoup moins de risques d'être dans cet échec-là. Euh, et finalement, tout le monde est gagnant. C'est plus confortable pour le psy et le patient, bah, c'est mieux aussi pour lui parce que ça lui permet d'avancer et qu'on rentre dans une spirale positive et non pas une spirale d'échec. Donc voilà, je dirais, ça permet de faire une entrée plus douce vers l'exposition et prévention de la réponse et ça permet de moins se planter pour les débuts de thérapie quand on a des patients parfois un peu compliqués. Super. On a parlé, donc on a vu hein, comment, d'ailleurs c'est le centre de la psychoéducation hein, que vous faites dans le modèle neurocomportemental, les dysfonctionnements cérébraux qui sont observables à l'IRM. Mm. Du coup, il y a une question qui revient très souvent chez les patients, c'est, mais puisque j'ai des dysfonctionnements cérébraux, est-ce que ça signifie que j'ai obligatoirement besoin de médicaments bon, ben, on sait que c'est notamment les antidépresseurs, hein, les ISRS. Euh, alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand on souffre de TOC, puisqu'on a des dysfonctionnements cérébraux, on est obligé de prendre des antidépresseurs ou est-ce que c'est un peu, on peut moduler un peu ça? Euh, Moi, je dirais que déjà, la base, c'est écouter le désir du patient. Ça, c'est la première chose. Si j'ai quelqu'un qui me dit, moi, je veux absolument pas prendre de médicaments, j'ai envie d'essayer tout seul, ce qui arrive de temps en temps, quand même, hein, même souvent. Même Euh, souvent. Ouais, souvent. Bah, dans ces cas-là, si je vois que la personne, elle n'est pas très déprimée, que le TOC n'est pas excessivement sévère et que c'est un TOC modéré, et je me dis, bah, pourquoi pas, on y va. Et la thérapie, que ce soit la TCC ou la thérapie neurocomportementale, elle permet de faire diminuer de façon significative et même de faire disparaître un TOC. Ça, il n'y a pas de problème. On peut arriver à faire ça. Par contre, je pense que il faut quand même se garder, j'allais dire, un joker, de dire si jamais ça ne va pas, au bout d'un moment, il faudra peut-être qu'on ajoute des médicaments. Donc, je dirais être un peu souple. Après, ce qui est intéressant, c'est que les études ont montré que ce soit avec des médicaments ou avec une psychothérapie, une TCC, finalement, on arrive à renverser les dysfonctions cérébrales qu'on avait pu observer au départ. C'est-à-dire que finalement, que vous avanciez avec une TCC ou avec des médicaments, vous allez réussir à réparer, entre guillemets, votre cerveau. Et ça, je trouve ça hyper encourageant. L'un ou l'autre, ça va vous permettre de retrouver un fonctionnement cérébral comme une personne lambda. Et, et, euh,
Et qu'est-ce qu'il en est de la rechute, du risque de rechute en cas d'arrêt justement de traitement? Est-ce que le risque est plus grand? Parce que ça aussi, les gens peuvent se dire, ben, j'ai des dysfonctionnements cérébraux, je prends un antidépresseur, ça répare, entre guillemets, Ouais. ça apaise, ça soigne le cerveau, mais quand je les arrête, ben, ça y est, les dysfonctionnements reviennent. Alors, donc, du Ouais. coup, je vais rechuter. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut systématiquement, je pense, dire aux personnes qui prennent un traitement anti-TOC. Euh, le traitement anti-TOC, moi je dis souvent, c'est comme les antibiotiques. C'est pas parce qu'on n'a plus de fièvre et qu'on n'est plus au fond de son lit qu'il faut se dire c'est bon, je suis guérie, j'arrête les antibiotiques. On sait très bien que quand on fait ça, 2, 3 jours après, on est de nouveau malade. Donc c'est exactement la même chose avec les TOC. Si vous avez un traitement anti-TOC, un traitement antidépresseur qui marche, que vos TOC diminuent très fortement, voire disparaissent, qu'on a zéro TOC, c'est surtout le moment où il ne faut pas arrêter. Les recommandations, c'est qu'il faut garder ce traitement au moins 6 mois, voire 1 an, et souvent on le garde un petit peu plus, une fois que les TOC ont disparu. Donc, quand il n'y a plus de TOC, on garde le traitement environ 1 année, et après, on se pose la question de le diminuer doucement pour éviter justement cette rechute. L'autre chose, c'est que quand on a fait une TCC, on a moins de risques de rechute. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. On est un peu plus protégé de la rechute. Ça ne veut pas dire qu'on est protégé à 100%, mais ça veut dire qu'on a quand même un risque qui est moindre. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant et important de le dire aux patients pour les rassurer. Parce que autant il y en a qui arrêtent trop précocement les médicaments, autant il y en a pour qui c'est très difficile d'arrêter le traitement parce qu'ils ont peur que le TOC revienne. Donc Ouais. ça aussi, c'est important de le dire. Euh, après, il faut donc surtout pas les arrêter sans l'avis de votre médecin en fait. Il faut que ce soit, c'est au cas par cas et c'est en fonction de la sévérité du TOC initial, en fonction de la difficulté qu'on a eu à s'en débarrasser, en fonction de si vous avez suivi une TCC ou pas. Donc vraiment faire du cas par cas et voir avec votre médecin. Ça, c'est le plus important. En tout cas, donc vraiment, la recommandation, c'est vraiment d'attendre que les résultats thérapeutiques soient consolidés. Ah oui. Vous avez dit 6 mois, 1 an, et même peut-être plus des Mm. fois, avant d'envisager un arrêt progressif du médicament. Oui, oui. Il y a certains patients, moi je m'occupe beaucoup de patients qui ont des TOC très sévères. Et c'est vrai que certains, heureusement, on a réussi à récupérer et à diminuer les TOC de façon très importante avec des médicaments souvent assez lourds et une psychothérapie. Et on sait par exemple que les médicaments, on les arrêtera jamais dans ces cas-là. Parce que le TOC était tellement sévère et on a tellement galéré pour arriver à cet état-là qu'on ne prend pas le risque d'arrêter les médicaments. Et souvent, les patients sont bien d'accord avec ça, parce qu'ils reviennent de loin. Est-ce que vous considérez, Anne-Hélène, que le TOC est une maladie chronique? Et si oui, dans ce sens-là, est-ce qu'on peut parler de guérison d'un TOC, comme on guérirait, je sais pas, une grippe ou je sais pas quoi d'autre? Mm. Ou est-ce qu'il faut un peu mettre un bémol à ça? Alors, maladie Parce que c'est quelque chronique, chose, pardon, je vous interromps, mais ouais, c'est parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend. Il y a des thérapeutes, il y a des auteurs qui parlent de maladies chroniques. Alors du coup, est-ce que c'est aussi votre avis? je pense qu'il y a un peu je dirais oui et non. Je pense que oui, c'est une maladie chronique parce que la plupart du temps, c'est quand même des maladies qui durent des années et des années. J'espère que ça durera de moins en moins. Et d'une, parce qu'il y aura moins de retard à la prise en charge. Et notamment parce qu'on informe mieux. Comme par exemple avec ce type de vidéos, je pense qu'ils sont super importantes. On parle des TOC, on parle de la maladie mentale qui n'est plus un tabou. On diminue la honte que ressentent aussi beaucoup de personnes qui retardent le diagnostic. Donc oui, on dit que le TOC est une maladie chronique dans le sens où la plupart des patients, ils ont, je sais pas, 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans de maladie, avec le handicap qui va avec. Après, si la question, parfois, moi j'entends dire oui, des TOC, j'en aurai toute ma vie. Donc là, la réponse est non. On n'est pas obligé, c'est pas une fatalité.
Euh, c'est pas quelque chose qu'on garde toute sa vie. C'est pas comme de l'herpès, hein. Si on a de l'herpès, on garde, on garde l'herpès toute sa vie. C'est pas pareil. On peut se débarrasser totalement du TOC, soit avec les médicaments, soit avec la thérapie, soit avec les deux. Mais moi, j'ai des patients qui, j'en ai même beaucoup, hein, heureusement, qui sont arrivés à zéro TOC. Zéro. Alors, après, même si on garde zéro TOC, moi, j'explique toujours aux personnes que je suis qu'on garde quand même une vulnérabilité. Mais ça, c'est valable pour, j'allais dire, tous les problèmes, beaucoup de problèmes de santé. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous êtes fait une grosse fracture de la jambe, bah forcément, cette jambe, si vous retombez dessus, elle sera plus fragile que la jambe de l'autre côté. Et donc, il y a plus de risque de fracture sur cette jambe-là que l'autre. Et ça veut dire qu'il faut peut-être y faire un petit peu plus attention. Ça ne veut pas dire que toute ma vie, à chaque fois que je marche, je penserai à ma jambe, oh mon Dieu, surtout, il ne faut pas que je me fasse mal. Mais ça veut dire que je sais que j'ai une petite vulnérabilité. Donc oui, si on guérit de son TOC, on garde une petite vulnérabilité et donc il faut faire un petit peu attention s'il y a des symptômes qui reviennent un jour, ne pas les laisser traîner. Ouais, merci pour ce message. Je pense que c'est effectivement important de le présenter comme ça. Puis c'est moins angoissant, en fait, de dire Ouais, oui, on garde une vulnérabilité, mais ça ne veut pas dire que c'est inguérissable ou incurable. c'est C'est quand même, ça. les mots sont quand même pas les Ouais, mêmes. On a parlé des TCC. J'avais interviewé une collègue ici à Montréal qui avait parlé il n'y a pas très longtemps, donc docteur Catherine Ouellet-Courtois. Elle avait parlé de la thérapie basée sur les inférences, qui est aussi une nouvelle modalité thérapeutique, plus cognitive celle-là. Donc on a parlé du modèle neurocomportemental, mais on peut l'associer au TCC. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens peuvent explorer quand ils souffrent de TOC? Le jeûne, le yoga, l'homéopathie, les champignons, c'est très à la mode en ce moment. Euh, L'hypnose, je ne sais pas ce que j'ai dit. Bon, enfin, est-ce qu'il y a ouais. d'autres choses qui marchent ou que les gens peuvent faire? Alors moi, là aussi, je pense que la réponse, c'est un peu oui et non. Si on a un TOC et qu'on a vraiment un handicap par rapport à cette maladie-là, ce qui est souvent le cas, je pense que d'abord, il faut faire médicaments et thérapie ou les deux. Euh, Et une fois que le TOC est bien diminué, bien sûr qu'on peut associer des choses en plus. Euh, mais par contre, c'est pas seulement le yoga qui va vous permettre de guérir du TOC. C'est pas seulement la méditation ou seulement l'hypnose ou des choses comme ça qui vont vous permettre de guérir de votre TOC. Ça, c'est important. Par contre, si je fais une TCC et qu'en plus je fais mes séances de yoga, mais moi je dis très bien et j'encourage les patients à faire ça. Parce que si le yoga, ça vous va, que ça permet de diminuer un peu le stress de façon globale, ça entretient votre corps, c'est bon pour votre santé, on y va. Euh, la méditation, par contre, moi, je ne conseille pas au début. Parce que c'est vrai que notamment quand on a des TOC un peu sévères ou avec pas mal d'obsessions, on peut avoir plein de pensées obsédantes qui nous envahissent pendant les séances de méditation et on vit ça plutôt comme un échec. Euh, Et donc, c'est vrai que moi, je conseille d'attendre que le TOC soit bien diminué, peut-être pour commencer un petit peu la méditation, tout en sachant que s'il y a plein d'obsessions qui arrivent, bon, bah, c'est pas grave, on réessayera une autre fois. Donc, moi, je dirais oui comme technique complémentaire si ça vous convient, mais non comme seule méthode pour guérir du TOC. Ça marchera pas. Après, il faut faire attention aussi, les trucs jeûne intermittent, ces trucs-là, il faut quand même faire attention que ce ne soit pas mauvais pour votre santé. Hein. Euh, Après, pour ce qui est des champignons, je sais qu'il y a pas mal de recherches sur les psychédéliques, la psilocybine notamment. Hein. Ouais, il y a des recherches qui sont en cours. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour dire allez-y, prenez-en, ou au contraire, non, n'en prenez pas. Moi, j'aurais tendance à dire, si c'est des choses qui vous intéressent, essayez de vous rapprocher peut-être d'un centre qui fait des études sur ce sujet-là en ce moment. Je sais qu'il y en a en Suisse, je crois qu'il y en a qui vont se développer aussi à Paris. Je sais Pour pas les s'il y en a. TOC, hein? Ouais, pour les TOC. Ah ouais, Ouais, d'accord, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais plus dans le champ des traumas.
Non, et ben il Mais y pour a les aussi tocs, pour les TOC. Et en fait, l'idée, alors je ne suis pas au courant en détail hein, de tous les protocoles qui sont en cours, mais je sais que c'est plutôt essayer de faire comme une psychothérapie augmentée par la psilocybine. Et donc pour les TOC. Voilà. Donc ça, bah, on attend les résultats avec impatience pour voir si ça va marcher. Et après, pour ce qui est de la TCCI, donc plutôt sur les inférences, hein, comme vous abordiez tout à l'heure, je pense qu'en fait, on est dans des techniques psychothérapeutiques qu'on a un peu englobées dans la thérapie neurocomportementale, dans le sens où, en fait, c'est la partie cognitive, mais c'est ce qu'on a appelé un peu de la nomination, c'est-à-dire le fait de pouvoir se décentrer, de personnifier un peu le TOC, de dire, bah, c'est la maladie, j'arrive à prendre de la distance avec ça. C'est ce que ACT aussi dans la thérapie d'acceptation et d'engagement appelle le processus de diffusion. C'est-à-dire vraiment, je me détache du contenu de la pensée et je l'observe, je regarde comment elle fonctionne. Euh, et ça, bah, c'est très très proche de ce qu'eux appellent les confusions inférentielles. Enfin voilà, en fait, c'est juste quasiment les mêmes choses qu'on a intégrées et qu'on a mis dans la pratique de la thérapie neurocomportementale. ouais. Est-ce que peut-être on peut dire, parce qu'il y a des choses qui intéressent beaucoup les gens, c'est par rapport aux proches. Peut-être on peut un peu parler des proches puisqu'on est puisqu'on parle un peu du traitement des TOC. Oui, Est-ce que il faut, est-ce que vous, quand vous avez des patients, est-ce que vous leur suggérez de parler de leur TOC, de dire à leurs proches qu'ils ont des TOC ou pas? oui. Alors, c'est vrai que les proches, je pense que c'est quelque chose de très important dans le soin du TOC. Euh, déjà, moi, je pense que si on peut et si on se sent en confiance, c'est important de pouvoir en parler pour éviter tout un tas de problèmes. Le premier problème qu'on peut rencontrer, c'est les proches qui vont dire, par exemple, ah, mais il le fait exprès, ou ah, mais c'est ridicule, ah, mais avec un peu de volonté, on peut arriver à ne pas le faire. Donc, peut-être pour améliorer la connaissance de la maladie, les informer. Moi, je propose de les recevoir en thérapie pour leur expliquer ce qu'est la maladie, comment elle fonctionne. Je pense que c'est important aussi pour casser la honte qu'ont souvent les patients à dire qu'ils ont des TOC. Il n'y a pas de honte à être malade, en fait. Donc ça, je pense que c'est important aussi de casser cette barrière-là. Et l'autre chose, c'est que parfois, on a des proches qui sont au courant des TOC, qui sont bien informés, hein, qui comprennent bien ce que c'est, parfois qui sont impliqués dans des associations et tout ça, qui, bah, malgré eux, vont empirer le TOC. Alors comment ils font? Eh ben, c'est qu'ils font les rituels à la place de la personne. Et on a envie de faire ça. Parce que quand on voit que son mari ou sa femme est en galère à fermer la porte et elle met trois quarts d'heure à la fermer alors que bah, nous, on met 30 secondes, on dit bah, c'est pas grave, vas-y, c'est moi qui vais fermer la porte. Ou alors on va dire non, non, mais moi j'ai eu ça, non, non, je vais t'aider à te laver parce que je vois que toi, tu mets trop longtemps à te laver. Donc, ça, le problème, c'est que nous, on le sait quand on est psy, bah, ça fait que renforcer le TOC à long terme. Sur le moment, ça fait du bien, mais à long terme, ça fait que renforcer la maladie. Et ça, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer aux patients, il faut l'expliquer aux proches. Et à ce moment-là, on peut vraiment inclure le proche dans le processus de thérapie, quitte à même le considérer comme un co-thérapeute parfois, et à mettre en place des systèmes de contrat, à dire bon bah ok, donc là vous aidez continuer d'aider à fermer la porte, mais peut-être pas tout le temps, ou peut-être juste vous pouvez regarder. Voilà, on essaye de trouver des compromis pour qu'ils fassent moins les tocs à la place de la personne. Et puis là, le dernier élément, je pense, sur les proches, qui est très important aussi, c'est que, en fait, parfois, c'est un fardeau, mais qu'on a du mal à mesurer de vivre avec une personne qui a des TOC. C'est très, très dur. Et je pense que de plus en plus, on tient compte de la souffrance des aidants.
Et les proches de personnes qui ont des TOC sont parfois en grande souffrance. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger parce qu'un proche qui perd pied, c'est aussi notre patient qui va perdre pied. Et ça, on n'a pas envie. Donc voilà, donc vraiment, je pense que les proches ont une grande place dans l'évolution du TOC et dans la prise en charge de cette maladie. Donc c'est vraiment important de les inclure, surtout ceux qui vivent sous le même toit, hein, donc vraiment le Oui, noyau familial, là, où des fois on voit des situations où le TOC envahit complètement la vie familiale. Hein. oui, c'est ça. Ouais, super. Est-ce que, donc, si on fait une TCC, ça fonctionne pas. Si on rajoute des antidépresseurs, ça fonctionne pas. Et puis là, on a vraiment un cas de TOC résistant au traitement. Est-ce qu'il y a encore des solutions après ça? On a au tout début de notre rencontre aujourd'hui, on a légèrement abordé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Oui, ces traitements-là qui sont un peu plus intrusifs, quoi. Traitements oui. chirurgicaux, tout ça. Euh, alors, c'est vrai que moi, je trouve que c'est plein d'espoir parce que ce que je dis toujours à mes patients qui ont des TOC souvent sévères et résistants qui viennent me voir, c'est que je leur dis, il y aura toujours une solution. On finira par trouver une solution. Oui, ce sera peut-être la galère, on va peut-être mettre du temps, peut-être que vous allez passer effectivement par la case opération, on va en parler, mais on finira par trouver quelque chose. Euh, alors, c'est vrai que il existe alors, des protocoles de recherche. Pour l'instant, ça reste au stade de la recherche, euh, qui proposent à des patients qui ont des TOC très sévères, donc très envahissants, pour qui on a fait deux thérapies, deux TCC, ça n'a pas marché, qui ont essayé tout un ensemble de traitements médicamenteux, et pas seulement un ou deux, hein, mais une dizaine de traitements de combinaison, des grosses doses, à des durées importantes, et finalement, ça ne marche toujours pas. Là, il y a une possibilité d'être inclus dans ces protocoles de recherche qui vont proposer ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. C'est-à-dire qu'on va aller introduire une petite électrode dans ces fameux ganglions de la base dont on parlait au début. Et vraiment à l'extrémité de cette électrode, on a des petites zones qui vont envoyer du courant et qui donc vont venir changer l'activité électrique du cerveau. Changer l'activité de ces fameuses boucles qui relient le cortex au ganglion de la base. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que on avait une diminution. Il y a environ un patient sur deux qui est considéré comme répondeur, c'est-à-dire qu'il va avoir une diminution importante de ses TOC avec la stimulation. Alors on peut se dire qu'un patient sur deux, c'est pas top, mais un patient sur deux qui a déjà des TOC résistants, qui ont résisté à tout ce qu'on connaît, c'est juste super. Voilà. Si on dit à quelqu'un qui a une vie horrible à cause de ses TOC, vous avez une chance sur deux d'en avoir beaucoup moins, il dit mais demain. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Alors, c'est une opération, puisque cette électrode, elle est introduite via une chirurgie. Hein. On est obligé d'ouvrir la boîte crânienne, de faire un trou dans le crâne. Donc, ça a les risques de l'opération. Ça veut dire aussi que c'est un suivi. Une fois qu'on est opéré, c'est pas comme l'appendicite, hein, c'est pas 3-4 jours après, c'est bon, on marche et youpi. C'est une fois qu'on est opéré, bah, va falloir trouver les réglages, va falloir trouver le bon système, la bonne dose de courant, le bon endroit où délivrer ce courant. Et ça va prendre du temps. Et quand je dis du temps, ça se compte en mois, parfois plus d'un an, avant de trouver quelque chose qui marche. Bah, souvent, ça veut dire beaucoup de visites à l'hôpital. Donc, c'est quand même assez lourd. Mais c'est des résultats, je trouve, qui sont très prometteurs. Et j'espère que dans quelques années, on pourra proposer ça hors de la recherche euh, pour aider plus de patients. Ouais, il y a un trait, je ne sais plus le nom du livre, mais peut-être vous pouvez m'aider à le retrouver. Il y a un témoignage de quelqu'un qui s'appelle Audrey Gonnet, je pense. Oui, mais oui, 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 ben, je sais très bien, oui. Ben, je la connais Maman, bien. ma chambre est mal rangée, non? Peut-être c'est ça C'est le ça, titre? C'est c'est ça, ça. hein. Maman, ma Euh, chambre est mal rangée. En fait, Audrey Gonnet, c'est une personne qui a eu des TOC sévères et résistants, qui a été opérée.
dans un protocole à Henri Mondor. Je crois qu'elle a été opérée, hein, donc à côté de Paris. Euh, et qui a pu expérimenter une diminution très importante de ses TOC après l'opération et qui en a, j'allais dire, qui a transformé cette maladie en combat, Mm, qui s'est très impliqué dans des associations, qui a écrit un livre justement, donc Maman et ma chambre est mal rangée, où elle raconte surtout euh, finalement la galère de son parcours pour arriver à l'opération. mm, Et moi, c'est un livre que je conseille beaucoup à la fois aux thérapeutes quand je donne des cours sur les mm, TCC, des TOC, et aussi aux patients, parce que souvent, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas le seul à avoir galéré. Et, mm, euh, et les thérapeutes, ils se rendent compte aussi encore plus voilà, du chemin que parcourent les patients pour arriver jusqu'à eux, quoi. mm, mm. Tout à fait, ouais, ouais, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié moi aussi et ouais, 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 je le recommande vraiment. Ok, ben écoutez, ça fait le tour pour moi des petites questions que j'avais. Merci vraiment infiniment. Est-ce qu'il y a autre chose, Anne-Hélène, que vous voudriez rajouter ou un truc qui vous vient maintenant que je sais pas. Alors, ouais, moi, il y a quelque chose comme ça qui me vient. Je pense que déjà, il ne faut pas hésiter à parler de ses TOC. Ça, c'est hyper important. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de honte à avoir des TOC. Et je pense aussi, là, ça s'adresse à la fois aux patients et aussi aux thérapeutes. Ne pas hésiter à aborder des thématiques parfois un peu tabous, notamment tout ce qui est sexuel. Les patients ont du mal à le dire, donc n'hésitez pas à donner ça comme exemple. Voilà, peur d'être pédophile, peur d'être homosexuel, avoir des pensées incestueuses, toutes ces choses-là. Et pareil, parfois quand on est patient, on se dit, mais moi, je vais pas aller dire à mon médecin de famille que j'ai peur de toucher un petit enfant sans le vouloir et sans le rendre compte. Sans me rendre compte, il va me prendre pour un barge, pour un fou. Ou pour un pédophile, encore pire en Ou pour fait. un pédophile, c'est ça, en devenir. Donc, donc vraiment, voilà, ces thématiques sexuelles, je pense que il faut, faut les dédiaboliser. Et moi, je m'en fiche que vous ayez peur d'être pédophile ou je ne sais trop quoi. Ce qui compte, c'est que vous ayez un TOC. Et peu importe la thématique, on va arriver à s'en sortir de la même façon. Mais il faut le prendre en charge. Tout à fait. Tout à fait, je suis 100% d'accord et il y a vraiment une grande, grande souffrance avec tout ça. Même s'il faut dire que grâce à Internet, j'ai l'impression que ça commence à se savoir un petit peu plus, comme, parce que Oui, finalement, par des petites recherches Google, les gens tombent sur des articles, ils disent, ah, alors bien sûr, il y a toujours le doute de oui, mais est-ce que j'ai vraiment un TOC, est-ce que c'est vraiment moi, ou est-ce que je suis vraiment pédophile, mais au moins l'information circule un petit peu. oui. Anne-Hélène, un grand, grand merci. C'était passionnant. Merci, merci infiniment. Donc, je remonte le bouquin pour les thérapeutes. Il est vraiment formidable. Il y a une somme d'informations. Et puis, pour les patients, celui-ci que je recommande vraiment. Donc, un que sais-je, les troubles obsessionnels compulsifs, tout simplement. Merci à tous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà, le petit message de fin quand on est sur YouTube. Merci à tous et à bientôt. Merci Anne-Hélène. Merci.